Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Complot, corruption, conspiration, ces mots sont en tête des discussions sur les réseaux sociaux. Alors après les propos polémiques du chanteur Gims et l'étude IFOP qui montre la progression des théories complotistes en France qui vient de paraître, eh bien nous cherchons aujourd'hui à comprendre, à décortiquer comment ces idées gagnent du terrain, notamment chez les jeunes, avec le spécialiste du sujet, le journaliste Thomas Huchon. Aux élèves, on ne doit demander que ce dont ils sont capables. Voilà le titre du dernier livre de David Bourgeois qui milite pour une façon plus bienveillante et plus personnalisée d'enseigner. Il sera l'invité dans la deuxième partie d'émission. Enfin, dans sa chronique Vue à l'étranger, Brandon Warrett s'intéressera à l'éducation en Inde, le pays le plus peuplé au monde. Brandon Warrett qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Brandon, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On débute ce journal avec l'allocution du président de la République hier. Emmanuel Macron a mis le cap sur l'éducation. Se projeter dans le futur et tourner la page très conversée de la réforme des retraites validée par le Conseil constitutionnel vendredi était l'objectif du chef de l'État dans son allocution télévisée. Et pour l'un des 3 gros chantiers du gouvernement dans les mois à venir, Emmanuel Macron a montré une ambition claire et précise. L'éducation nationale doit renouer avec l'ambition d'être l'une des meilleures d'Europe. Dès la rentrée, notre école va changer à vue d'œil. Pour les enseignants qui seront mieux rémunérés, pour les élèves qui seront davantage accompagnés en français, en mathématiques, pour leurs devoirs et pratiqueront plus de sport à l'école, pour les parents qui verront le remplacement systématique des enseignants absents. Les mesures annoncées par le président de la République ne sont pas nouvelles et font déjà l'objet de crispations dans la communauté éducative qui ne croit pas à ces transformations. La Première ministre dévoilera une feuille de route de ces mesures dans les prochains jours avant de dresser un bilan le 14 juillet. C'est ce qu'a annoncé hier le chef de l'État. Le ministre de l'Éducation nationale était hier en déplacement à Reims pour rencontrer des collégiens qui participent à l'opération Vacances apprenantes. Ce dispositif est mis en place dans chaque académie pendant les vacances scolaires afin d'assurer la consolidation des apprentissages et de contribuer à l'épanouissement des jeunes grâce notamment à des activités sportives ou culturelles. Ce déplacement était l'occasion pour le ministre Pape Ndiaye de rappeler l'importance de ce dispositif pour lutter contre les inégalités scolaires. La réussite des élèves ne dépend pas du temps scolaire mais aussi des vacances. Pour les élèves les plus défavorisés, le niveau au 1er septembre n'est pas celui du 30 juin, mais celui du 30 mai. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que 100 000 heures supplémentaires à l'échelle nationale seront prochainement mises à disposition via ce programme Vacances apprenantes. Autre sujet maintenant, dans une décision rendue publique hier, la France a été condamnée par le Conseil de l'Europe pour ses manquements sur les droits des personnes en situation de handicap, notamment dans les écoles. Cette décision intervient après une réclamation de 4 associations en 2018 qui estimaient que la France ne respectait pas les droits fondamentaux des personnes handicapées. En réponse, le Conseil de l'Europe a notamment pointé du doigt l'insuffisante inclusion des élèves dans les écoles ordinaires. Les associations réclament l'accès à l'éducation pour tous avec un accompagnement individualisé et un fonds pour former les enseignants à l'accueil des enfants handicapés. Cette condamnation est un aiguillon pour que la France révise profondément sa politique du handicap et nous ne voulons pas d'une politique d'aumône sociale, a commenté auprès de l'AFP Pascale Ribes, la présidente de APF France Handicap. La ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq, a affirmé que cette décision fera l'objet d'une lecture attentive à quelques jours de la conférence nationale du handicap prévue le 26 avril à l'Élysée. On continue ce journal avec un événement qui a provoqué la stupeur hier dans un établissement scolaire, un tremblement de terre. Il était exactement 15h28 ce lundi lorsque la terre a tremblé dans les Hautes-Pyrénées. Un séisme de magnitude 4 sur l'échelle de Richter a survenu à 14 km de profondeur selon les sites nationaux d'information sur la sismicité en France. Les secousses ont été ressenties jusque dans le département voisin de la Haute-Garonne. Dans le collège Bertrand Laral de Montereau, des fissures sont même apparues sur des bâtiments, entraînant l'intervention immédiate de plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers. Les 200 élèves et les membres du personnel de l'établissement ont aussitôt été évacués. Aucune victime n'est à déplorer, mais l'établissement scolaire est resté fermé aujourd'hui en attendant les résultats d'une expertise beaucoup plus approfondie. Enfin, on termine ce journal, Brandon, par l'outil d'intelligence artificielle Midjourney qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Depuis quelques semaines, de faux événements historiques voient le jour et ce n'est pas sans inquiéter les experts et les professeurs.
Une baleine géante à Tokyo en 1953, une tempête solaire ou un tremblement de terre de magnitude 9,1 sur l'échelle de Richter sur la côte ouest des États-Unis. Le fake est de plus en plus trompeur sur les réseaux sociaux, tant les prouesses de l'intelligence artificielle atteignent des niveaux de réalisme exceptionnels. Le français Alt Uchronia a même fait le buzz ces dernières semaines sur le réseau social TikTok avec une vidéo sur l'histoire fictive de la peste bleue en URSS dans les années 70. Des vidéos comme celle-ci génèrent des millions de vues chaque jour sur les réseaux sociaux et les professeurs de l'éducation nationale alertent ces influenceurs en leur reprochant de manquer de transparence. TikTok ou Twitter sont actuellement en train de plancher sur le sujet pour obliger les auteurs à accompagner leurs vidéos d'un message d'avertissement. Merci beaucoup, Brandon. Justement, ces faux événements, ces fausses théories, le comme par hasard ou le haut complot, on va en parler tout de suite. Comment comprendre les théories complotistes, comment comprendre le fait qu'elles gagnent du terrain en France et notamment chez les jeunes. On en parle avec Thomas Huchon. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Thomas Huchon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste des fake news et des théories du complot. Vous démarrez une nouvelle chronique dès demain sur Click TV, chez notre camarade Mouloud Achour. On est bien content pour vous. Et on a hâte surtout de découvrir la chronique. Écoutez, on croise les doigts, on espère que ça va bien se passer. Bah forcément. Il y avait de l'électricité en Égypte antique. La phrase est signée Gims. 11 millions d'abonnés sur YouTube, 3 millions sur Instagram. Ça fait des dégâts? Ben oui, ça fait des dégâts terribles, mais c'est pas tant ce qu'il dit quand il nous dit qu'il y avait de l'électricité dans les pyramides qui pose un problème, c'est la deuxième partie de son affirmation. Ce qui est grave, c'est qu'il nous dit il y avait de l'électricité dans les pyramides et les historiens le savaient. Ouais. Ils le savent et ils vous mentent. Et en gros, là, on rentre clairement, autant la première partie du discours... Pourquoi pas s'interroger ? Non, mais on peut dire que c'est une nannerie, c'est une bêtise, mais qui n'a pas forcément de conséquences. L'idée qu'il y aurait un plan organisé des historiens pour manipuler l'histoire et donc notre vision du monde, là, c'est du complotisme. Et là, ça devient très très grave parce que ils savent et ils vous mentent. Qui leur donne les ordres ? Qui est derrière cette manipulation ? Qui est derrière ce mensonge ? Alors, on l'imagine, hein, bien entendu, qu'il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de la vision politique, finalement. En fait, Maître Gims nous parle de politique peut-être pour la première fois de sa vie. Il nous dit qu'il y a des gens qui mentent dans les livres d'histoire et que tout ça participe à une espèce de complot organisé gigantesque contre l'Afrique, contre peut-être ce qu'il appelle le peuple noir, je ne sais même pas très bien si ça existe vraiment, mais en tout cas, il y a effectivement tous ces éléments dans son discours. Alors, on va reprendre ça précisément parce que dans ce que vous me dites, il y a 3 choses essentielles. La première chose, c'est les historiens. La deuxième chose, c'est la politique. Et c'est le on nous ment. Premier point, précisément, le on nous ment. C'est la base du complotisme. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les études montrent qu'on ne croit jamais vraiment à une seule théorie du complot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire, que si vous pensez qu'il y a l'électricité dans les pyramides, eh bien, vous pensez systématiquement que la Terre est plate. Non, ça veut dire que si vous pensez que la Terre est plate ou si vous pensez qu'il y a de l'électricité en haut des pyramides, eh bien, il y a un deuxième complot sous-jacent, celui des médias, qui vous ment sur cette question précise. Et en fait, c'est là que le propos de Gims rentre fondamentalement dans quelque chose de totalement complotiste. C'est l'idée qu'il y aurait une forme d'organisation secrète de gens qui seraient là pour nous manipuler. Et en fait, dans cette petite séquence de 40 secondes, eh bien, on a grosso modo tous les ravages du complotisme moderne. On a la diffusion hyper forte d'un message viral sur les réseaux sociaux qui contient des contre-vérités et pire, l'idée d'une espèce de gigantesque manipulation. Vous l'avez fait, 1, 2, 3, effectivement, l'addition est réussie. Mais alors justement, vous parlez des médias, c'est une chose et on va en revenir à notre rôle, puisque nous sommes tous les deux journalistes, on va en venir à notre rôle et à cette responsabilité que on a, effectivement, médias sur l'info et
l'infox, mais on parle là précisément, et enfin Gims, lui précisément, justement des historiens. Les historiens se basent sur des faits réels, des faits vérifiés. Donc c'est là où effectivement la théorie du complot, elle m'interroge en fait. Comment on peut remettre en cause effectivement les historiens, l'histoire précisément? À peu près de la même manière qu'on remet en cause la science, la médecine. Vous savez, il y a un sondage récent qui montre que aux États-Unis, il y a plus d'un quart de la population qui pense qu'en prenant des tisanes bio, eh bien, on peut arriver à avorter sans risque. Donc, je crois que là, vous mettez le point sur quelque chose de très précis et en même temps de très diffus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces mensonges, on y est exposé dans l'univers numérique. Ouais. Et en même temps, il y a une espèce de distance par rapport à tout ça. On se dit que c'est dans l'univers numérique, ça ne reviendra pas dans le monde réel. Quelque part, ce qu'on consomme sur un réseau social, c'est pas forcément ce qu'on va voir dans la vraie vie. Parce que c'est une réalité sur Instagram. La réalité de la vie sur Instagram est une fausse réalité. On est toujours beau, on est toujours joyeux, on est toujours etc. C'est peut-être ça le problème. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une forme de travestissement de la réalité, et il y a une autre mécanique qui joue. C'est ce qu'on appelle l'indivision. C'est un petit peu le cauchemar de Jean-Luc Godard. Vous savez, Godard disait la démocratie, c'est pas 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler. Eh bien, quelque part, les réseaux sociaux ont créé cette horrible dichotomie. Ils ont créé cette horrible manière de présenter les choses. Dans les réseaux sociaux, ils appellent ça l'indivision. Ça veut dire que ce que vous allez publier, ce que je vais publier, ce que votre petite sœur ou mon cousin va publier, grosso modo, ça a à peu près la même valeur. Peu importe qui publie, peu importe son niveau d'études, ses compétences dans un domaine. En gros, un gamin de 14 ans qui dit que la Terre est plate, ça a à peu près la même valeur que Thomas Pesquet qui revient de la station internationale. Tout ce qui compte, c'est la capacité de ce message, ce post, à capter votre attention. Et donc, on est dans une logique qui est totalement différente. Les informations se suivent, ne se ressemblent pas, mais elles sont toutes mises sur un pied d'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, eh bien, une information sérieuse va succéder à une photo rigolote, un petit chat, quelque chose une soirée entre copains. Et tout ça est au même endroit. Au bout d'un moment, notre cerveau s'y habitue. Si c'est au même endroit, eh bien, ça a la même valeur. Et donc, vont se côtoyer des informations très sérieuses, produites par des journalistes professionnels qui ont des contraintes, un certain nombre de règles éthiques à respecter, et surtout, qui sont responsables de ce qu'ils disent. Tout cela va côtoyer des discours absolument dingues, portés par des gens qui n'ont ni compétences, souvent ni talent, et qui nous amènent en fait à une espèce de perturbation. Ça crée une espèce de voile, pas totalement opaque, un écran de fumée, et on se retrouve à se dire « Ah bah tiens, c'est peut-être pas complètement faux ce truc-là. Il y a peut-être quelque chose. » Et là, on rentre dans la mécanique terrifiante qui est un peu empreinte à la mécanique de la rumeur. Il n'y aurait pas de fumée sans feu. Il n'y a pas toujours un lien entre le feu et la fumée. Supposons juste 10 secondes que certaines de ces suppositions ou théories soient vraies. Alors la Terre est plate, a priori on a la capacité de savoir que c'est faux. L'électricité en haut des pyramides, pareil. Idem, on y était, on n'a pas vu, certes. Mais enfin, les scientifiques, tout comme les historiens, l'ont prouvé. En tout cas, je grossis le trait exprès pour qu'on puisse comprendre la situation. Est-ce que nos sociétés, finalement, seraient prêtes, compte tenu de la situation, alors il peut y avoir toujours pire, mais enfin on est dans une situation quand même très compliquée aujourd'hui. Je parle évidemment de la pandémie de Covid, évidemment de l'inflation, évidemment de la guerre, tout ça qui génère une société très anxiogène. Est-ce que cette théorie-là, cette société serait prête à remettre tout en cause justement, toute la version établie de l'histoire pour pouvoir douter, parce qu'on a besoin de douter en ce moment? Alors je ne sais pas si on a besoin de douter, j'ai plus l'impression qu'on a besoin de se faire peur. C'est pas exactement le même sentiment, ouais. Et en général le doute le doute méthodique, on parle de doute méthodique. Le doute méthodique, c'est remettre en cause des deux côtés, c'est refuser finalement la croyance et préférer la réflexion. Oui, mais des deux côtés, là c'est pas des deux côtés. Alors c'est pas une question que c'est pas que des deux côtés, c'est qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui joue, c'est-à-dire que notre manière de nous informer nous a un petit peu éloignés de notre cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on va jouer sur vos émotions, plus il sera difficile à votre cerveau de mettre en place la réflexion. Le cerveau humain, c'est à peu près l'interaction de deux systèmes. Un système très immédiat, émotionnel, réactif, un système beaucoup plus délibératif. Et quand on s'informe de manière numérique, de plus en plus,
les contenus, la manière de les présenter joue sur nos émotions et nous empêche un petit peu de réfléchir. Donc, mais pour autant, pardon, mais en vous voyant, en regardant par exemple Hugo, alors on en pense qu'on en pense, mais Hugo Décrypte ou d'autres, qui nous ont apporté aussi cette manière de décrypter justement la désinformation, l'infox, les mauvaises informations. C'est grâce aussi aux réseaux sociaux qu'on a eu ça? Alors, je ne suis pas certain. Moi, je ne crois pas du tout que c'est un peu comme le parallèle qui a été fait pendant très longtemps en disant que Twitter était un outil merveilleux parce qu'il avait permis les printemps arabes. Ouais. Je ne crois pas du tout que les printemps arabes sont nés de l'existence de Twitter. Ça me fait un peu penser à tous ceux qui disaient, moi, vous savez, avant les faux complots, j'ai travaillé sur un vrai complot. Eh oui. Un vrai complot au Chili, celui contre le gouvernement de Salvador Allende, effectivement. Et en fait, moi, à la fin de la dictature de Pinochet, je suis désolé de ce tout petit parallèle pour nos téléspectateurs, mais grosso modo, Pinochet, c'est un dictateur un peu bizarre qui va faire un référendum pour savoir si les Chiliens veulent encore la dictature ou s'ils veulent la démocratie. Donc il organise une élection, un plébiscite, et lors de ce plébiscite, il est obligé de laisser 1 heure par jour la télévision à l'opposition. L'opposition va créer des campagnes. Ces campagnes vont être menées par un mec un peu moderne qui va faire, en gros, des publicités pour vendre la démocratie comme on vend du Coca-Cola. Et tout ça donne lieu à un film qui s'appelle No avec Gabriel García Bernal, un film qui a été peut-être pas oscarisé, mais en tout cas qui a eu un grand succès et vraiment, en plus, au-delà du succès critique, il a eu un succès d'estime. Et en fait, ce film nous raconte que c'est cette campagne qui a poussé les Chiliens à refuser la dictature. Ben, je ne crois pas du tout. Je crois que les Chiliens ne voulaient plus de la dictature et que quand on leur a posé la question, ils se sont exprimés. Je trouve qu'on a un petit peu la même logique. Bien entendu qu'il y a des choses positives aux réseaux sociaux. Ça ne serait pas possible qu'il n'y ait absolument rien de positif. Mais finalement, et je suis désolé de cette comparaison, mais une arme à feu, ça peut provoquer la liberté comme ça peut assassiner. Et je crois qu'il faut bien avoir conscience du fait que ces réseaux sont des outils, ils peuvent devenir des armes. Je n'oublie pas que, par exemple, l'assassin de Christchurch, qui a massacré des dizaines de musulmans, a diffusé sur Facebook les assassinats qu'il a commis. Et que Facebook n'a pas été en capacité de mettre un terme à cette diffusion pendant les crimes. Mais combien de temps devons-nous supporter cela ? En réalité, je crois que ces réseaux sociaux nous donnent l'illusion qu'ils produisent des choses positives parce qu'en fait, on ne voit pas très bien toutes les choses négatives qu'ils voient. Vous parliez d'Instagram tout à l'heure. Chez Facebook, ils ont conscience, puisqu'ils ont des études internes qui les montrent, que 13% des adolescentes qui ferment l'application ont des pensées suicidaires. Combien de temps est-ce qu'on peut tolérer ça pour nos enfants ? Et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début. Au début, je dis ça parce que les propos complotistes de Gims sont étayés par une enquête IFOP qui a paru il y a quelques jours. 35% des Français déclarent croire aux théories du complot. 35%. 35%, c'est 1 sur 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, le complotisme a pénétré la société française de manière beaucoup plus profonde et probablement de manière beaucoup plus importante que ce qu'on imaginait. On s'en est tous un peu rendu compte pendant la pandémie. Bien sûr. Au moment de la dinde de Noël, on a vu Tonton Conspi et Tata Antivax venir nous tenir des discours absolument lunaires. Et donc on a vu ce truc-là. Là, je pense que quand on arrive à un chiffre de 35%, on est à 1 sur 3. Nous ne sommes que 2 sur ce plateau, mais s'il y avait une troisième personne, on serait obligé de penser que nous pouvons douter de la véracité de ce qu'il nous dit. Et je continue le chiffre, donc 35% 1 sur 3, dont 55%, c'est-à-dire la moitié donc, des utilisateurs quotidiens des réseaux sociaux, pour étayer ce que vous disiez juste avant. Mais oui, parce qu'en fait, je crois que l'adhésion à ces discours vient beaucoup plus de la manière de s'informer que de la pertinence de ces récits. Grosso modo, il y a une étude américaine qui montre très bien que plus de 90% des gens qui pensent que la Terre est plate le croient parce qu'ils ont vu des vidéos sur YouTube le leur raconter. Donc je crois qu'il y a une espèce de mécanique absolument terrifiante qui se met en place, qui est que quand vous commencez à vous intéresser à un sujet, on va vous montrer les choses les plus clivantes et les plus choquantes. Souvent, la désinformation. Et comme cette désinformation vous amène à rester connecté, puisqu'elle capte votre intention de manière beaucoup plus forte, eh bien, qu'est-ce que va faire l'algorithme ? Il va plutôt vous suggérer un autre contenu du même genre que de vous proposer la contradiction. Si on vous dit écoutez, la Terre est plate, ah ouais, absolument, je vais regarder ça, puis à la fin on dit non, en fait, c'est pas vrai.
Qu'est-ce que vous allez faire? Regarder une vidéo pour voir que c'est pas vrai? Non, vous allez fermer le téléphone et vous allez passer à autre chose. C'est dans cette espèce de logique-là qu'il y a quelque chose de terrible et de finalement très pernicieux, très pervers. Que les gens croient des choses dingues parce qu'ils ont envie de les croire, c'est une chose. Qu'ils les croient parce qu'on le leur fait croire pour capter leur attention, là, on est dans une autre démarche. Et je pense que cette démarche-là, elle nous pose un vrai problème en tant qu'individu, en tant que journaliste, vous l'avez rappelé, mais aussi, elle doit nous interpeller en tant que société. Bien sûr, en tant que citoyen, parmi ceux qui croient à la théorie du complot, évidemment, les jeunes sont touchés, notamment parce qu'on vient de parler des réseaux sociaux. 20% des gens qui croient que la Terre est parfaitement plate, c'est pas une supposition, c'est qu'ils croient que la Terre est parfaitement plate, sont des jeunes âgés de 25 à 34 ans. Alors on dit des jeunes 25-34 ans, on a déjà le droit de vote, on est déjà potentiellement papa ou maman, on a déjà un job, on est déjà confronté effectivement à la discussion avec des plus vieux comme des plus jeunes. On a probablement rencontré des gens qui sont sachants, qui sont des gens qui connaissent les faits et qui peuvent exposer les faits. Est-ce que vous pensez que justement ces jeunes-là ou ces personnes-là qui sont déjà donc en situation, qui sont des citoyens, qui sont des gens qui votent, ont la capacité de pouvoir faire bouger les lignes, peut-être dans le mauvais sens justement, d'une société qui dérive? Je crois qu'on a eu un exemple de tout cela avec la présidentielle de 2016 aux États-Unis. L'enquête IFOP que vous citiez sur l'adhésion des Français, mais aussi des Américains en théorie du complot, nous montre en fait quelque chose un peu à revers. C'est-à-dire que, grosso modo, on a vu le phénomène de fake news émerger avec Trump. Ouais. En gros, comme Trump citait des fake news et disait n'importe quoi, on a vu ce phénomène et on s'est un peu dit, tiens, Trump a gagné parce qu'il a dit des fake news. Et en fait, je crois qu'il faut voir les choses à l'inverse. En réalité, la société américaine est mue de l'intérieur par des croyances complotistes depuis bien plus longtemps. Et en fait, si Trump a gagné, c'est parce qu'il a su interpréter ces discours-là. Et donc, moi, ma crainte, elle est plutôt sur un phénomène un peu similaire en France, dans lequel on trouverait des candidats qui, par électoralisme, irait sur des thèmes complotistes afin de convaincre justement ces gens qui, bien souvent, sont anti-système et assez souvent sont abstentionnistes. Ce qui expliquerait aussi cette montée des extrêmes de chaque côté? Alors, ça va aussi, bien entendu, pousser à une forme de radicalisation du débat politique en lui-même. Et après, on est obligé de le constater dans les études d'opinion qui sont réalisées sur le sujet depuis des années. Il y a quand même un petit peu une forme de phénomène en U. Ce qui veut dire que plus on s'éloigne du centre politique, plus la probabilité d'adhérer à une théorie du complot est grande. Ça ne veut pas dire que quand on est à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, on est fatalement complotiste. Bien sûr. Mais ça veut dire que plus on est sur les extrêmes politiques, plus il y a une chance qu'on tombe dans ces discours-là. J'en profite puisque vous évoquiez Trump. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, il faut voir le documentaire que vous avez réalisé, comment Trump a manipulé l'Amérique, qui a été diffusé sur Arte et qui était absolument génial. Je reviens donc effectivement à cette théorie du complot. L'idée, c'est de se demander effectivement comment contrer justement cette désinformation, ces fameux fake news, qui est le mot, l'anglicisme qu'on reprend tout le temps en France, mais qui est là, sur les réseaux sociaux, mais pas que, dans les discussions de famille, dans les discussions de copains, tout ce qu'on peut retrouver aussi sur le Covid, effectivement, et ailleurs. Vous avez réalisé plusieurs documentaires, donc je le disais, dont un Conspihunter, dont vous avez comment nous avons piégé les complotistes. Dans ce doc, vous avez vous-même inventé une théorie du complot. Vous pouvez nous raconter? Mais l'idée, on était à la fin de l'année 2014, au début de l'année 2015, on travaillait avec un certain nombre de spécialistes, Gérald Bronner, Rudi Reichstadt, Sophie Mazet, qui travaillaient déjà sur le phénomène complotiste avant nous. Et en fait, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire à la fois pour comprendre ce phénomène et pour essayer de lutter contre? Alors on aurait pu les critiquer, on aurait pu faire un peu un travail de journaliste assez classique. Ce que vous avez déjà fait auparavant. Ce qu'on avait déjà fait auparavant. Et là, du coup, on a essayé d'avoir une démarche un peu dingue, il faut quand même pas le cacher. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je me suis infiltré dans les univers complotistes avec un faux personnage, et ce faux personnage a diffusé une fausse vidéo. Une vidéo qui dit que la CIA a inventé le sida pour s'attaquer aux Cubains, que c'est la vraie raison de l'embargo, puisque nous sommes en 2015, donc au moment de la fin de l'embargo de Cuba, et que la poignée de main entre Castro et Obama, c'est pas du tout ce que vous pensez. Les Cubains ont le vaccin contre le sida, et les multinationales
de la pharmacie, Big Pharma comme on dit, eh bien ont payé Obama et Hollande pour aller à Cuba voler ce vaccin. D'ailleurs, c'est la question mais c'est la question que tout le monde s'est posée. Pourquoi effectivement on n'a toujours pas le vaccin du sida alors que ça existe depuis longtemps, alors que le Covid on l'a sorti en quelques instants? Oui, alors je pense qu'il y a une manière assez simple de répondre à tout ça, c'est que déjà le Covid est une maladie. Je ne vais pas dire que c'est une maladie simple, mais c'est pas une maladie qui s'attaque au système immunitaire. Exactement. Le sida est une maladie très particulière qui s'attaque au système immunitaire, et donc trouver des parades grosso modo, pour nos téléspectateurs qui ne comprendraient pas ce que c'est que le système immunitaire, c'est un peu, au lieu de s'attaquer à vous, il s'attaque à votre armée qui défend. Système de défense, oui. Voilà. Et donc, comment renforcer un système de défense une fois qu'il est attaqué, voire amoindri? Ce que je veux dire, c'est que le documentaire serait sorti quelques années plus tard, au moment du Covid, ça aurait été encore plus explosif. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi alors. Ce qui s'est passé, Parce que la vidéo était virale. Oui, mais j'ai envie de dire, moi j'aurais préféré qu'il ne se passe pas ce qui s'est passé. Mais si je suis sur ce plateau aujourd'hui, c'est qu'on s'est pas complètement planté et que notre vidéo a fait le buzz. Qu'elle a fait le buzz dans les univers complotistes. Elle est restée 3 semaines en ligne. Elle a été vue des milliers de fois, partagée plus de 2000 fois sur Facebook. À aucun moment, une plateforme n'a dit il y a un problème avec ce contenu, et alors que c'était un contenu absolument mensonger en tout point. Et à la fin, en fait, ça nous a malgré tout permis de faire quelque chose de positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a montré les coulisses de cette expérience. C'est assez rare que les journalistes montrent la fabrique de l'information. Donc là, on a essayé d'être le plus transparent possible. Et en fait, ce film-là, ce documentaire, il a une autre vie. Ce film-là, il a une vie en dehors de l'espace numérique. Il a une vie dans les écoles. Depuis janvier 2016, j'ai moi-même réalisé plus de 350 ateliers d'éducation aux médias et de lutte contre les théories du complot avec ce matériel pédagogique. Mais on a aussi formé, grâce au soutien du ministère de la Culture, plus de 750 enseignants en 2022 qui ont reproduit ces initiatives. C'est la culture qui vous a suivi, c'est pas l'éducation ? Non, le ministère de l'Éducation nationale n'a jamais suivi cette démarche, mais il a certainement ses raisons. Et il se trouve que, vous savez, les explications des truchements administratifs de notre beau pays sont parfois assez déconcertantes. Mais en tout cas, au moment de la pandémie de Covid-19, le ministère de la Culture, conscient de la diffusion de fausses informations sur le sujet, a aider un certain nombre d'associations, dont Conspi Hunter, qui a donc bénéficié d'une petite aide là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que ce produit journalistique, qui n'avait finalement pas d'autre vocation que d'informer les gens, est devenu un outil pédagogique. C'est ça. Et je pense que dans une antenne comme la vôtre, c'est quelque chose qui doit vous faire plaisir, mais surtout qui doit montrer que notre travail ne peut plus se limiter à nos plateaux télé. En réalité, notre métier de journaliste, il doit sortir des rédactions. Il doit sortir des plateaux télé, il doit sortir des studios de radio, il doit se reconfronter beaucoup plus au réel et pas tant dans ce qu'il raconte, mais dans le contact avec la population. Là où c'est très difficile, c'est que pendant ce temps-là, la population a appris à nous détester et que la profession de journaliste est parmi les professions les plus détestées aujourd'hui en France. Et donc, le rapport avec le public est de plus en plus difficile aussi. Et donc, il va falloir reprendre langue entre nous et créer surtout des espaces qui le permettront. Et puis parce qu'il y a aussi quelques manquements, il faut aussi l'avouer, bien entendu, de certains. Mais ça, c'est normal, on est tous humains. Juste, j'aimerais savoir, et en dernière question, parce que malheureusement le temps presse, mais comment a été approuvé finalement votre venue dans les écoles par les étudiants ? En général, le deal qu'on passe avec les enseignants, c'est que les élèves ne doivent pas être au courant de qui je suis ni de ce qu'on va faire. Parce que dans les écoles, on essaye de les prendre un petit peu au piège. On leur montre ce mensonge que nous avons fabriqué à l'époque sans leur dire qu'il s'agit d'un mensonge. Bien entendu, ils y croient. Ils y croient parce qu'on est dans une salle de classe et qu'ils n'ont aucune raison de se méfier de ce que va leur diffuser un journaliste professionnel qui vient passer la journée avec eux. Et justement, on joue de ça. On leur montre ensuite la vérité, ils tombent un peu de leur chaise, ils sont souvent un peu surpris. Et là, on essaie de décrypter ensemble. On essaie de se dire comment je me suis fait avoir. Comment est-ce que ces 2 photos, qui finalement ne disent pas grand-chose, ont manipulé mon cerveau pour que je pense qu'elles étaient liées à la maladie du sida, puisque c'est le sujet de ce petit film. Comment est-ce que ce docteur qui a trouvé la vérité sur le sida est en fait un docteur en droit et pas un docteur en médecine, et donc
Comment est-ce que l'utilisation de certains mots, la manière de présenter, le ton qu'on va utiliser, la musique qui fait peur, comment tous ces éléments jouent ensemble pour jouer sur notre propre cerveau. L'idée dans ces salles de classe et dans ces collèges et ces lycées dans lesquels je me rends, c'est pas de leur donner du poisson, c'est d'essayer de leur apprendre à pêcher et de leur permettre à eux-mêmes utiliser leur esprit critique. Ils en ont besoin d'aide, bien entendu, ils sont encore des gamins, et voilà. Mais je crois que moi, je suis rentré dans ces salles de classe avec une grande peur. On était au début de l'année 2016, on venait de vivre 2015, les attentats, les copains de Charlie, tout ça était très dur. Et on voyait beaucoup de récits qui nous disaient que finalement, dans les salles de classe, les minutes de silence n'étaient pas respectées. Moi, je suis pas rentré la fleur au fusil dans les collèges et les lycées. Et beaucoup de professeurs d'histoire qui racontent, et vous n'êtes pas sans savoir, voilà, que c'est difficile. Je pense à Yannick Schroeder, effectivement, tout à fait. Parmi d'autres. Mais on s'est tous retrouvés un peu, voilà. Et en réalité, moi, je ressors de ces séances avec une foi inébranlable dans la jeunesse de mon pays. Ces jeunes sont merveilleux, il va falloir les aider et les accompagner. Mais ils sont l'avenir de notre pays. Et il ne faut pas les laisser se faire à la fois embrouiller par des manipulateurs, parce que s'il y a des théories du complot, c'est qu'il y a des gens qui les fabriquent. Et il ne faut pas non plus les laisser seuls face à l'espace numérique, dans lequel d'autres formes de manipulation vont jouer. Il faut les aider, il faut les éduquer, et il va falloir aussi que la société les protège beaucoup mieux. Ça, c'est un autre aspect. Il faudra un moment qu'on arrive à réguler les grandes plateformes. Une réglementation, évidemment, oui, que ça devienne juridique. Merci beaucoup Thomas Huchon d'avoir été avec nous. J'aurais aimé discuter davantage, mais évidemment, vous savez comment c'est. Nous sommes tenus par le temps. C'est comme dans toutes les émissions. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste des fake news et des théories du complot. Vous avez beaucoup de documentaires à votre actif qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes classiques qu'on connaît. Et vous démarrez dès demain, donc chez Click, chez Mouloud Achour, pour une nouvelle chronique consacrée aussi aux théories du complot. Exactement. Je ne serai pas très original, malheureusement. Non, mais on sera attentif et forcément passionné. Merci mille fois d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir David Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de ce livre « Aux élèves, on ne doit demander que ce dont ils sont capables », paru aux éditions du Panthéon. David Bourgeois, ce titre interpelle forcément. Pourquoi ce titre « Aux élèves, on ne doit demander que ce dont ils sont capables » ? Écoutez, c'est surtout en fait pour faire vraiment réussir les élèves. Actuellement, dans l'éducation nationale, je pense qu'il y a une confrontation et il n'y a pas assez d'efficacité dans l'enseignement parce qu'en fait, il y a beaucoup de maladresse. Les élèves ont changé, la société a changé, mais l'éducation nationale n'a pas assez changé, à mon avis. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Quand vous dites qu'il y a beaucoup de maladresse, vous pensez à quoi comme maladresse ? C'est-à-dire que les élèves ne sont pas assez valorisés ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'enseignement qui est appliqué, donc c'est un enseignement qui va juger qui oriente en règle générale par l'échec et qui va juger de manière négative en permanence, donc les incompétences des élèves. Donc ça c'est et donc en fait, donc cette posture-là, elle va être fort désagréable pour les élèves qui se sentir en permanence jugés et difficile. Et en fait, la motivation, quand on se trouve dans une posture comme ça, est difficile à maintenir. Et oui, je comprends. Vous avez été professeur dans un lycée, notamment dans une classe de SECPA. On le voit sur la DER de Couves, vous en parlez. Vous êtes intéressé finalement à la capacité de progression parce que, en fonction de l'établissement dans lequel il se trouve, et on appelle ça de la mixité sociale, le problème de la mixité sociale, effectivement, les élèves n'ont pas forcément tous les mêmes chances de réussite. Et évidemment, on le regrette, on espère que ça change, mais enfin, la société tente d'évoluer, mais c'est compliqué. Est-ce que cette capacité de progression dont vous parlez et qui fait l'objet de ce livre, est-ce que vous la ressentez systématiquement, notamment avec les élèves que vous avez, avec qui vous avez pu travailler, et surtout, comment c'est perçu par l'éducation nationale et par les professeurs que vous avez pu rencontrer ? Alors, la capacité de progression va dépendre de chacun des élèves, et justement,
La bonne posture, c'est de pouvoir permettre à chacun, donc à tous les élèves, de progresser, même si ces élèves-là n'ont pas, même si chacun n'a pas les mêmes capacités. Donc en fait, la société, en fait, si vous voulez, il y a une double lecture, un double positionnement. C'est-à-dire que la société veut à la fois faire réussir les élèves, mais en fait, elle les confronte à chaque fois devant les mêmes difficultés, et du coup, ça crée des frustrations, ça crée des blocages, et ça va cliver en fait dans la classe. Donc ça va empêcher les élèves qui ont des difficultés de pouvoir avancer en fonction de leurs capacités. Brandon Waret. Quelle était votre méthode de pédagogie lorsque vous travaillez avec ces élèves de SECPA? C'est travailler plutôt en groupe que l'individuel? C'est plutôt ça que vous privilégiez? Alors, on avait des groupes effectivement réduits, hein, ils étaient à peu près 12 élèves. Et on travaillait, donc à l'époque, hein, donc c'était j'ai enseigné en SECPA entre 1992 et 2005. Et on enseignait sans notes et par compétences. Donc on évaluait par compétences, on n'évaluait pas avec la note. Dans votre livre, vous abordez la métamorphose de l'appareil. De quoi s'agit-il? Alors ça c'est... oui, en fait je fais l'analogie avec un appareil argentique, dans lequel quand on utilisait en fait un appareil argentique, il fallait se questionner avant de prendre une photo, hein, donc voir un peu la luminosité, etc. Donc le développement d'une pellicule, c'était cher à l'époque, et donc quand on cliquait, il fallait cliquer de manière réfléchie. Maintenant, en fait, quand on a un appareil photo, donc un smartphone en gros, parce que pratiquement plus personne n'a d'appareil photo, sauf ceux qui sont initiés, donc on va prendre plusieurs photos et puis on va en choisir une au hasard. Comme ça, celle qui a été réussie, on ne va pas se questionner sur est-ce que je me suis bien mis par rapport à la luminosité, etc. Parce qu'en plus, les appareils technologiques le font à notre place. Et donc, du coup, en fait, on perd ce savoir. Et donc, j'ai fait cette analogie parce qu'en fait, quand on met, dans un enseignement, on va mettre les élèves devant... avec trop de numérique, en fait, les élèves vont avoir une posture où ils vont cliquer en permanence sans chercher forcément à apprendre. Ils vont perdre cette posture d'attention et d'engagement qu'il faut pour apprendre, et du coup, en fait, ils vont. Enfin, c'est ce que j'avais constaté parce que j'avais expérimenté cette méthode, et donc en fait, on a fait marche arrière. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette métaphore de l'appareil. Ok. Vous êtes également adjoint au maire de la ville de Ussel, chargé des écoles. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement dans votre village, dans votre ville, pour que la progression se fasse et que l'enseignement soit plus adapté pour les écoliers, les étudiants? Alors, en tant qu'adjoint, c'est plutôt, moi je suis plutôt dans en fait la gestion des temps périscolaires, et puis la structure, la cantine, etc. Donc à la fois oui, vis-à-vis des enseignants de l'école d'Ussel, je vais avoir un regard initié, on va dire, mais mon rôle, c'est plutôt d'accompagner et de mettre en place une structure qui permette aux enseignements de bien se dérouler. Et on fait beaucoup. Donc moi, je mets à disposition. Donc on a des personnels qui sont engagés dans l'animation, et on les met à disposition volontiers pour que les apprentissages se font de manière correcte, bien entendu. Pour tout comprendre effectivement de votre propos, aux élèves, on ne doit demander que ce dont ils sont capables. David Bourgeois, paru aux éditions du Panthéon. Voilà, je vous conseille donc de lire ce livre pour comprendre effectivement ce dont il s'agit, hein, valorisation, cohésion, travail de groupe, mais aussi pédagogie pour les élèves. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, David Bourgeois, dans le Grand JT. Merci à vous. Voilà, je vous conseille le livre, et on va retrouver tout de suite Brandon pour votre chronique de la semaine.
Aujourd'hui, Brandon, vous, dans votre chronique Vue à l'étranger, vous revenez sur le système éducatif indien qui est confronté à de nouveaux défis à un moment où l'Inde est désormais le pays le plus peuplé au monde. Oui, et les estimations des Nations Unies publiées il y a quelques jours donnent vraiment le vertige. 1,428 milliard d'habitants, c'est l'équivalent de la population de l'Europe plus celle de l'Amérique latine. Depuis 1950, la population indienne a tout simplement augmenté d'1 milliard. Il faut savoir que la population indienne est extrêmement jeune. 50% des Indiens ont moins de 25 ans. C'est l'une des populations les plus jeunes au monde. Et l'Inde dispose d'un vaste système éducatif qui compte plus de 400 000 écoles et plus de 260 millions d'élèves, ce qui en fait l'un des plus grands systèmes éducatifs dans le monde. Et quel est le taux de scolarisation en Inde aujourd'hui? En 2022, chez les 6-14 ans, 98,4% des enfants étaient scolarisés. Ils étaient 97,2% en 2018. Petite évolution, mais sur une population très nombreuse, forcément, les 1% comptent beaucoup. Le taux de scolarisation des filles connaît également une belle progression. En 2022, 98% des filles en école primaire étaient scolarisées contre 95,9% en 2018. Mais alors, depuis la crise du Covid-19, eh bien, le système éducatif peine toujours à relever le niveau de ses élèves. Le niveau a surtout fortement diminué en lecture, ce qui a réduit fortement en poussière des années d'évolution et qui faisait aussi l'une des fiertés de la société indienne. Après la crise sanitaire, on a de nombreuses familles qui ont investi dans des cours privés, plus axés sur l'étude des mathématiques et des sciences. C'est sans doute ce qui explique ce niveau de lecture qui a fortement baissé. Alors là, je vous ai parlé que des bonnes nouvelles dans le système éducatif indien, et place maintenant la très mauvaise nouvelle. Elle est de taille en plus, puisque c'est celle de l'emploi. Ah oui, parce qu'il faut que l'offre puisse répondre à la demande. Exactement, avec cette population qui ne cesse de croître, il faut réussir à répondre à cette demande de 1 million de jeunes qui entrent chaque mois sur le marché du travail. La jeunesse indienne a aussi une formation insuffisante et inadaptée, puisque la formation professionnelle est très peu développée dans le pays par rapport à ses voisins asiatiques. Une étude du ministère des Statistiques et de la mise en œuvre des programmes qui date de 2018 a montré que 33% des jeunes ayant reçu une formation technique étaient au chômage. Alors pour trouver un emploi, on a des jeunes qui se présentent en masse au concours de la fonction publique chaque année, mais il y a un vrai problème là aussi de l'offre et de la demande, alors que la croissance indienne, elle, est repartie à la hausse après un coup d'arrêt dû à la crise du coronavirus. Si on prend un premier exemple, l'exemple du concours des chemins de fer indiens, qui est très populaire là-bas dans le pays, pour 127 000 postes proposés en 2021, il y avait 23 millions de candidats. Autre exemple un peu moins significatif, mais plutôt à l'échelle locale, dans la ville de Bombay, à Mumbai, pour 1137 postes dans la police, il y avait 200 000 candidats. Ça, c'est un exemple local. Et si on regarde cette présentation des chiffres dans son ensemble, c'est encore plus révélateur. Entre 2015 et 2022, plus de 220 millions de jeunes ont passé un concours dans la fonction publique, mais seulement un candidat sur 300 a obtenu un emploi. L'État n'arrive forcément pas à faire face à ce problème démographique. Et pourtant, selon le CMIE, le Centre économique indien, le taux de chômage dans le pays s'élevait seulement à 8,3% en 2022. Mais alors justement, où sont tous ces travailleurs s'ils ne sont pas au chômage, Brandon? Alors, l'offre n'étant pas au rendez-vous, les Indiens se dirigent davantage vers des emplois dits informels, sans code de travail, et ça explose dans le pays depuis ces dernières années. Ils représentent 80% des emplois actuels en Inde, sans protection sociale, sans retraite et forcément sans soumission à l'impôt. Selon Poonam Mutreja, la directrice de l'ONG Fondation pour la population de l'Inde, l'une des ONG les plus importantes dans le pays, moins de 3% des Indiens ont les compétences et les capacités nécessaires pour entrer sur le marché du travail. Le problème, selon cette directrice, se trouve à la base. Elle dit que l'État doit investir massivement dans l'éducation car cela se traduira par l'impossibilité pour des millions de jeunes de bénéficier de l'expansion économique du pays, ce qui aggravera la pauvreté. Une expansion économique assez exceptionnelle pour la 5e économie mondiale qui offre l'une des meilleures croissances ces dernières années, même si son PIB a ralenti à 4,4% au 4e trimestre de 2022 à cause de la crise mondiale et de l'inflation galopante, mais ça c'est pour tous les pays. Et alors, quels sont les risques à court terme si l'État, effectivement, ne fait pas ce qu'il faut ? Alors s'il n'y a pas vraiment de changement immédiat, la crise éducative et de l'emploi pourrait aggraver une autre crise qui a déjà commencé depuis de nombreuses années. C'est l'émigration des cerveaux, des talents indiens qui sont de plus en plus attirés par les pays anglophones qui proposent une meilleure qualité de vie tout simplement. Selon les projections des Nations Unies, la population indienne devrait continuer d'augmenter au cours des prochaines décennies. Elle devrait atteindre en 2050 1,6 milliard d'habitants avant normalement de stagner comme c'est le cas pour la Chine actuellement.
Merci Brandon, je crois que ChatGPT n'aurait pas fait mieux. Merci à vous. Allez, c'est l'heure de retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir des colliers. Et cette semaine, c'est la ventriloque, le Capucine, qui a répondu à ces questions. Et du coup, le collège, le lycée, est-ce que c'est des bons souvenirs? Collège, très très mauvais souvenir. Parce que... donc le primaire, j'ai pas été trop assidue à l'école puisque je suivais mes parents partout. Mes collèges, en fait, mes parents ont eu peur que je manque un peu de cadre, d'autorité, etc. Donc ils m'ont mise dans un collège privé catholique, alors que moi je n'étais pas. Donc d'où le Chesnay près de Versailles. On faisait le grand écart. Ah oui, c'est pour ça que vous êtes allée au Chesnay? Bah, entre autres, ouais. D'accord. Parce que mes parents avaient peur, voilà, que j'ai pas de cadre. Et ça, la douche était assez froide, quoi. Je suis arrivée dans un truc très strict, alors que moi j'étais... T'as eu du mal à trouver ta place? Beaucoup, ouais. Je sentais que j'étais vraiment pas sur la même planète. Et même les profs comprenaient pas. Parce que moi, après, à partir du collège, j'étais à l'Opéra de Paris. D'accord. Donc c'est-à-dire que la journée, j'étais à l'école et le soir, je partais en car à l'opéra jusqu'à 2h du matin, chanter Casse-Noisette. Et les profs comprenaient pas du tout. C'était un... Ils aménageaient pas les horaires? À l'époque, non. Par contre, après, au lycée, je suis allée en horaire aménagé et là j'ai adoré. Ouais, j'étais un peu épuisée. Surtout l'école, je comprenais pas l'intérêt. T'as pas de moment de loisir en fait si t'enchaînes Non, mais du coup, et l'opéra. Je crois que tous mes loisirs étaient une fuite absolue à tout ce cadre très. Alors, j'ai pas aimé sur le moment, mais sur le long terme, je crois que ça m'a vraiment servi parce que, par exemple, à l'école, moi, c'était une catastrophe. Hein. Mais après, j'ai eu mon bac mention très bien parce que je suis passée par ce truc qui m'a donné, en effet, de la rigueur. Le collège, c'était compliqué, et après le lycée? Et après le lycée, je suis allée dans un lycée très artistique où j'étais en horaire aménagé. Là, j'étais avec que des enfants comme moi qui avaient des passions. Et on faisait de l'orchestre ensemble, on créait ensemble. Et donc, c'était des gens qui avaient le même profil que moi et je me suis sentie hyper bien. Et là, les notes sont... Bah après, moi, j'étais... à l'époque, il y avait encore les filières littéraires, par exemple. Et là, moi, je faisais de la philo et de la littérature. Et il y avait musique, où c'était les matières les plus importantes. Donc moi, j'étais hyper bien après. T'as gardé des amis de l'époque? Ouais, bah, c'est tous mes amis très proches. Je suis très fidèle en amitié. J'ai les mêmes amis depuis toujours. Et qu'est-ce qu'ils font, ceux qui faisaient des... La plupart sont musiciens. Je suis un peu un ovni d'être en théâtre, en fait. Je suis la seule de ma classe à être en théâtre. Et voilà, donc ils sont tous musiciens, en fait. Est-ce qu'il y a un souvenir d'écolier, là, comme ça? Si je t'en demande un tout de suite, celui qui te revient en premier. Attends, j'essaie de... Ça peut être triste, drôle, clé dans ton parcours. Je pense que c'était un truc heureux parce que dans ce lycée, c'était extraordinaire parce que ceux qui choisissaient de faire théâtre étaient très valorisés. Alors que dans plein de lycées, c'est juste les maths qui sont valorisés. Donc il y avait un atelier théâtre. Et je me souviens la première fois avec mes amis, qu'on a commencé à monter nous-mêmes notre pièce, à lire les textes, etc. Cette sensation de puissance de l'instant présent, de jouer tous ensemble, ça c'était quelque chose... C'était valorisé de quelle manière? De quoi? Comment? C'était valorisé de quelle manière de faire théâtre? C'est-à-dire que la directrice de ce lycée mettait vraiment l'accent justement sur les passions, et le théâtre a trouvé que c'était formidable que des jeunes s'emparent de textes... classiques, importants, etc. Et donc, du coup, on était... par exemple, si un élève avait des mauvaises notes et que son année était en jeu, elle pouvait dire « Non, mais il joue tellement bien du théâtre, laissez-le passer, juste, il sera comédien. » Donc, c'était un peu ça. Et donc ça, j'ai ce souvenir très marquant de répétition de théâtre dans ce lycée, que je trouve que j'ai une chance folle d'atterrir là-dedans, en fait. Il était où alors, ce lycée? C'était un lycée à Versailles, justement. C'est le lycée La Bruyère, qui est connu pour être un endroit où on peut faire de la musique et du théâtre tranquillement. Est-ce que tu avais une matière préférée en dehors des matières? Alors, la philosophie, ça a été un sacré choc dans ma tête. Je trouvais que c'était tellement incroyablement profond et vital, ça me paraissait même bizarre qu'on apprenne ça à l'école. Donc j'avoue que ça m'a... Petit tacle. Non mais je trouvais qu'on apprenait des trucs très bourratifs et que la philo, c'était vraiment... T'avais une matière cauchemar? Ah ouais, la physique, je comprenais rien. J'entendais, mais j'écoutais pas. J'avais envie de pleurer, je me sentais débile, je comprenais rien du tout. Carrément, ça te générait? Ah ouais, parce que je me rappelle que j'étais en colère d'apprendre ça, tellement que ça me...
Et aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis en couple avec un physicien, donc Ça te réconcilie pas? Voilà. Oh non, je regarde ce qu'il fait, ouh là là, je n'aime pas. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Capucine pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Tiens, je vais reprendre tes mots, Gaëlle. Le cyberharcèlement, c'est une catastrophe naturelle en soi. Alors, c'est une catastrophe, c'est vrai. Est-ce que c'est une catastrophe naturelle? C'est une catastrophe numérique et digitale. Exactement. Mais surtout, il faut pouvoir s'en prémunir. Et de la même manière que l'ensemble de la population a aujourd'hui un certain nombre de réflexes, alors peut-être pas tous les réflexes, mais un certain nombre d'éléments, si jamais survient une catastrophe naturelle, il faut aussi en cyberharcèlement avoir ces mêmes réflexes. Et c'est vrai que des initiatives telles que la vôtre, ça permet de diffuser cela à un maximum de personnes. Moi, je pense que l'éducation nationale, c'est essentiel. Nous avons voté dans la loi, d'ailleurs, une sensibilisation à la fin de l'école primaire et à la fin du collège pour tous les enfants aux dérives et abus numériques. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un certain nombre de parents qui vont avoir cette culture, qui vont aller chercher des informations, qui vont sentir qu'ils sont démunis et qui vont aller chercher justement des moments, des moyens ludiques de pouvoir communiquer ces informations. Et puis on a aussi, malheureusement, la grande majorité qui, eux, ne savent pas où aller chercher ces informations, ne savent même pas qu'il faut aller rechercher des moyens pour pouvoir mieux lutter contre ces dérives numériques. Et ça doit passer par l'éducation. Et donc, ça doit passer aussi par des acteurs qui vont arriver au sein de l'école. Alors, bien sûr, Génération Numérique, bien sûr, ces films que vous mettez à disposition des enseignants et qui vont diffuser ces messages auprès des premiers destinataires qui en ont besoin. Un dispositif voté dans les lois, dont vous avez été la rapporteure contre notamment les contenus haineux sur Internet. Vous savez si elles sont appliquées de façon effective? Alors, je peux vous dire une chose très certaine, c'est que lorsque j'ouvre mon compte Twitter, je vois une très grande différence entre ce que je peux voir aujourd'hui et ce que je voyais il y a 4 ans. Avant 2020? Oui. Laetitia, Yasmine parlait justement de cette errance médicale. Vous, Laetitia, vous avez été diagnostiquée, si je ne m'abuse, à l'âge de 27 ans, après 4 ans de vive douleur. La faute à un problème d'écoute de la part des médecins? Oui, comme beaucoup de femmes, effectivement, au départ, vers l'âge de, disons, 18-19 ans, j'ai commencé à me plaindre de douleurs menstruelles et comme beaucoup de femmes, les médecins ne m'écoutaient pas, me traitaient de chochotte, disaient que c'était psychologique et j'avais beau changer de médecin, tous les médecins me disaient ça. Et c'est vrai que beaucoup de femmes comme moi ont souffert de l'errance médicale, malheureusement. C'est pour ça aussi qu'avec EndoFrance, on se bat pour la jeune génération, parce qu'il est très important que cette jeune génération ne subisse pas les mêmes conséquences que nous avons actuellement. Pour vous, Yasmine, l'errance médicale a duré au moins 7 ans. C'est ça, Yasmine? Oui, c'est bien ça. C'était 7 ans également, puisque j'ai commencé vraiment à souffrir à mes 16 ans. Et le mot endométriose a été prononcé quand j'en avais 23. Comment faire aujourd'hui, mesdames, je vous posais très franchement la question, est-ce que vous êtes encore aujourd'hui quelque part en colère, Yasmine? Est-ce que vous êtes encore en colère? Vous avez réussi à tourner la page? Non, on ne peut pas rester dans la colère si on n'avance pas. Je ne suis plus du tout en colère, mais au contraire, justement, toute cette errance et toutes ces difficultés que j'ai rencontrées au cours de mon parcours de vie avec l'endométriose, j'en fais un combat positif, un combat pour aider les plus jeunes à ne pas vivre ce que j'ai vécu, à ne pas souffrir ce que j'ai souffert, ou ce que d'autres, nous sommes 120 bénévoles dans l'association, et si nous nous engageons, c'est vraiment avec nos tripes, mais vraiment dans l'espoir d'amener des choses positives, également pour aider les femmes à vivre au mieux avec leur pathologie, parce qu'on peut y arriver quand même. La colère, c'est pas un bon moteur. À 14 ans, on devient célibataire. Oui, c'est ça. Ça fait rire, Emma. Oui. Voilà.
Oui, parce qu'on a une représentation selon laquelle, en gros, ce qu'on appelle en sociologie la norme conjugale, c'est-à-dire le fait qu'il est quand même mieux vu d'être à deux que seul, apparaîtrait plutôt vers 30 ans, quand on s'installe. Et en fait, ça apparaît plutôt au milieu du collège et vers 14-15 ans, les jeunes qui sont plus souvent pas en couple commencent à se définir comme étant célibataires et donc utilisent en fait le vocabulaire du couple pour se définir, y compris justement et surtout pour se dire en dehors de cette expérience-là, encore à cet âge-là. Le premier couple, qui va arriver à peu près dans ces eaux-là, il se raconte, il se dit plus qu'il ne s'agit. Parce que sortir ensemble, moi par exemple, quand j'étais ado, ça voulait dire qu'on s'était embrassés. Et là, non. On peut décider qu'on sort ensemble sans forcément... que ce soit accompagné par un acte physique. Ça, c'est vraiment pour les plus petits. Pour les plus jeunes au collège, ça peut être « est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Oui. Et puis, on parade 2-3 jours dans la cour et on est un couple parce qu'en fait, en même temps, c'est un peu la pureté presque du couple, c'est-à-dire qu'on est en fait en public, face aux autres, on est à deux, on dit, on donne à voir en fait un lien privilégié, un lien hétérosexuel. Et voilà. Et plus on grandit, par contre, plus il est attendu que l'échange se sexualise. Alors, par le baiser profond, c'est lui qui fait le récit. Le premier baiser, c'est celui qui marque le couple, ça vous l'expliquez très bien. Pour les garçons aussi, alors vous dites que cette parade amoureuse et que cette séduction, ça fait partie d'un ensemble de gestes qu'il faut accomplir pour, sans ambiguïté, s'ancrer dans la masculinité. Dans la masculinité, oui. Je suis un mec. C'est ça, je suis un vrai mec, et être un vrai mec, c'est passer pour hétérosexuel. Alors particulièrement au collège, où les quelques garçons gays que j'ai pu rencontrer, qui étaient lycéens quand je les ai rencontrés, m'ont raconté en fait comment ils brouillaient les pistes, c'est leur expression, pour passer pour hétéro, pour qu'on les embête pas en fait dans la cour du collège. Et une façon de passer pour hétéro, c'était justement de dire qu'ils étaient en couple avec des filles. C'est ça. Et en vrai, ce truc-là qui est particulièrement fort pour eux, qui ont quelque chose à cacher pour s'éviter des réprimandes. En fait, tous les garçons le mobilisent parce que tout garçon peut être suspecté de ne pas être à la hauteur de son sexe, de ne pas être un vrai mec. Et comme c'est un âge où on n'a pas forcément encore eu des expériences sexuelles, être en couple peut donner la preuve qu'on s'est approché une fille, on s'est demandé, on sait prendre l'initiative, on a eu un accord et éventuellement on fait des trucs avec elle, quoi qu'on fasse en fait, que ça soit beaucoup, très peu de choses. Voilà. Donc pour eux, pour les garçons, c'est important. C'était aussi l'idée de se dire peut-être qu'aujourd'hui, tous les écrans sont bons pour pouvoir améliorer ses connaissances, là aussi numériques, poser des questions, y trouver des réponses. Ça veut dire aussi quelque part que la télévision a accepté aujourd'hui qu'elle n'était plus forcément le média dominant par excellence et qu'il fallait s'ouvrir aux autres écrans. Je ne sais pas si elle est acceptée, elle est mise devant le fait accompli. Les enfants, les ados ne regardent plus la télévision. La télévision, c'est le média des parents. Donc si on veut s'adresser aux enfants et aux ados, c'est pas sur la télévision qu'on va leur parler. Enfin, quand je parle de télévision, parce que l'écran, on peut regarder, les ados branchent leur téléphone sur leurs écrans quand ils veulent regarder un film, une série, etc. Mais l'idée, c'était d'aller là où ils sont, donc d'aller sur une plateforme digitale. Dans un monde idéal, on aurait aimé être en libre accès sur YouTube, de manière à ce que les gamins s'en emparent très facilement. On est sur Lumni, on est très contente. C'est un endroit safe, avec des contenus qui sont validés, qui sont sûrs pour les parents et pour les ados. Et effectivement, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on peut trouver nos réseaux tutos. Donc, pas sur la télévision, sur une plateforme digitale. On a quand même un certain nombre de tutos qui sont en ligne sur YouTube. Et voilà, vous tapez réseau tuto et vous les trouvez très facilement. Je les ai trouvés. Donc, voilà. Vous pouvez tous le faire. Voilà. Et c'est l'occasion de pouvoir discuter, si vous êtes instituteur, si vous êtes professeur ou si vous êtes juste parent, de pouvoir discuter avec vos enfants, et c'est surtout adressé aux ados. Et là, vous avez une somme d'informations. J'ai écouté Madame Laetitia Avia tout à l'heure qui disait, qui racontait qui partageait les leviers sur lesquels elle travaillait en termes de législation. Alors nous, en termes d'éducation, on travaille sur les mêmes leviers, vérifier les informations. On parle beaucoup des fake news, comment faire la différence entre le privé et le public. Le privé, c'est ta salle de bain, c'est ta chambre. Le public, c'est la rue, c'est l'école. Tu t'habilles pas de la même manière dans
dans ta chambre que dans la rue. Quand tu vas dans la rue, la première chose qu'on t'apprend, c'est pour traverser, tu regardes s'il y a les voitures, tu regardes à droite, à gauche. Si tu apprends à faire du vélo, tu mets un casque. Et ben quand tu vas sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de règles à connaître aussi. Par exemple, dans les règles les plus essentielles qu'on essaie de leur transmettre, faites attention à ce que vous postez, à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux, parce que Internet n'oublie rien. Donc une capture d'écran, c'est facile à réaliser. Vous retirez votre post, mais si entre-temps quelqu'un a pris une capture d'écran et décide de la partager, eh bien c'est trop tard. Donc c'est un message qu'on leur répète en permanence, Internet n'oublie rien. Ou alors, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça fait partie des petites formules comme ça, des petits tips qu'on partage pour les ados, pour bien faire attention. Oui, il y a un certain nombre de... Les réseaux sociaux, c'est gratuit. Vous avez accès facilement à TikTok, etc. Et vous êtes bien content, vous payez rien. Mais à un moment donné, il y a un modèle économique. C'est quoi ce modèle économique? C'est l'exploitation de vos données, etc. C'est quoi les données? Qu'est-ce qu'il faut partager comme données? Donc voilà, c'est vraiment très, très, très pratique. C'est vraiment pour tout le monde. Et l'idée, c'est que quand ils ont regardé les 20, ou au moins un, ils soient un peu plus éveillés qu'avant et ils sachent un peu mieux utiliser les réseaux sociaux, Internet, les écrans de manière générale, de façon un peu plus responsable. Yasmine, vous êtes issue du monde de la communication. La vidéo, c'est l'un des outils les plus puissants. Mais totalement, parce que ça permet très rapidement de toucher un grand nombre de personnes, c'est viral, ça se transmet, c'est un des supports de communication que nous privilégions évidemment. Mais c'est pas le seul, puisque j'ai écrit une BD qui s'appelle L'endométriose de Clara, qui s'adresse aussi aux plus jeunes de 15 à 25 ans, et dans lequel cette BD est basée sur des témoignages réels. On retrouve plusieurs histoires de jeunes filles et de femmes atteintes d'endométriose, et l'intérêt, c'était vraiment pour les plus jeunes de les alerter sur des symptômes qui en 2023 ne doivent plus être considérés comme normaux. Quand on ne peut pas se lever pour aller au lycée, ça n'est pas normal et il est important d'en parler et si possible d'en parler à un médecin formé et qui connaît. Justement, est-ce que la BD est accessible dans toutes les bibliothèques, dans les établissements scolaires ? On y travaille. Quand on fait énormément de sensibilisation en établissement scolaire. Justement, on présente cette BD. Très souvent, le directeur d'établissement l'achète on achète 1 ou 2 exemplaires pour qu'elle soit disponible au CDI, pour que tout le monde puisse la lire. Nous avons fait aussi des concours sur les réseaux sociaux et nous en avons fait gagner une dizaine à différents CDI de collèges et lycées. Donc voilà, et on y travaille maintenant pour qu'elle soit accessible partout. Vous avez une grande nouvelle. Et la nouvelle de l'année, même pour tous les fans de Harry Potter. Vous savez, ceux qui ont lu les livres 107 fois, vu les films 208, rêvé toute leur enfance de recevoir une lettre pour aller à Poudlard. J'aime quand vous parlez de vous devant tout le monde. Voilà, exactement. C'était pour ne pas me citer. Eh bien, figurez-vous que tous ces fans vont être ravis, puisque, ça y est, c'est officiel. Une nouvelle série Harry Potter débarque dans vos vies très prochainement. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il y a déjà les Animaux Fantastiques, il y a eu le succès du jeu vidéo Hogwarts Legacy, vous nous en avez parlé d'ailleurs. Mais justement, c'est là que c'est dingue, c'est qu'il n'y a pas de dérivé d'à côté. Là, il s'agit vraiment d'une série sur les 7 tomes d'Harry Potter. Il y aura plusieurs saisons et Warner Bros a déclaré que tout cela allait s'étaler sur une dizaine d'années, 10 ans de bonheur. Donc J.K. Rowling, la créatrice de la saga, sera consultée pour s'assurer que tout cela reste fidèle au roman. D'accord, et on va retrouver tous les personnages? Alors c'est là qu'il y a un mystère, c'est pas grand-chose. Comment on va faire pour oublier Harry, Ron, Hermione? J'ai lu même des commentaires un peu dubitatifs de fans qui disaient faut voir. Mais Warner Bros rassure, il s'agit surtout d'être fidèle au livre et surtout de développer plus en profondeur les passages et les intrigues que l'on n'a pas pu mettre dans les films. Donc à voir ce que ça va donner et on n'a pas de date pour le moment. D'accord. On sait que ça va arriver. J'aime ce genre de chronique. Voilà. On ne sait pas ce qu'il y aura dedans, on ne sait pas ce que ça va raconter, on ne sait pas quand ça va sortir. Mais on est content de vous en parler. Et ça vous fait tellement plaisir. Et ça doit faire plaisir à tous les fans. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. On se retrouve bien entendu demain, toujours canal 247 sur les Freebox ou schooltv.com pour voir et revoir toutes nos émissions. Vous savez qu'il y a Patrice Boisfer, Marjorie Paillon, Emmanuel Davidenkoff et Malika Ménard sur cette chaîne, donc n'hésitez pas. Nous sommes tous là. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Ulysse Touret, au son Alexis Oussabassidis, au maquillage Colline Hamel et bien sûr à la rédac Emma Guessel et Agathe Delannoy. Merci beaucoup Brandon. Merci Virginie, à bientôt. Très belle soirée.